Si vous avez grandi à la campagne, il y avait un moteur Bernard quelque part, sous la Panty, à côté du puits. Ce monocylindre qu'on lançait d'un tour de main le matin, ce pom-pom-pom patient qui rythmait la cour de ferme, ce nom en relief sur le carter graisseux. Derrière ce petit moteur, il y avait une maison bâtie à Suresnes, 103 moteurs la première année, 10 000 20 ans plus tard, 4 divisions, une réputation d'increvable qui passait les frontières. Elle avait survécu à la mort de son fondateur, survécu à l'occupation, survécu à ses concurrents qu'elle rachetait un à un. Et puis, après un demi-siècle, elle a cessé de s'appartenir, et le nom a lentement quitté la France. Comment un nom qui tournait dans chaque cour de ferme a-t-il fini estampillé sur des moteurs venus de Chine ? Chapitre 1. Le radiateur à ailettes. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans un atelier. Pas une cathédrale de briques et de fer, pas un haut fourneau qui embrase le ciel. Un atelier. À Suresnes, sur la rive gauche de la Seine, face au Mont Valérien, dans cette banlieue de l'ouest parisien, où l'industrie se serrait déjà contre les usines Renault de Boulogne-Billancourt, de l'autre côté du fleuve. Nous sommes en 1920. La France sort à peine de la Grande Guerre. Une génération d'hommes ne reviendra pas des tranchées, et le pays qui reste doit se reconstruire avec ce qu'il a. Des campagnes encore labourées à la force des chevaux, des fermes où l'on tire l'eau du puits à la main, des ateliers d'artisans qui n'ont jamais connu d'autre énergie que le bras et le muscle. C'est un monde qui travaille dur et lentement. Et c'est dans ce monde qu'un homme fait un pari. Il s'appelle Auguste Bernard. Cette année-là, dans son atelier de Suresnes, il produit ses premiers moteurs. 103 exactement. 103 moteurs en une année. Retenez ce chiffre. Il va nous suivre longtemps, car c'est la mesure d'un commencement, et plus tard, la mesure de tout le chemin parcouru. Auguste Bernard n'est pas un financier. Ce n'est pas un homme de salon qui a flairé une affaire. C'est un homme d'atelier, un homme de l'établi, un de ceux qui comprennent une machine par les mains autant que par la tête. Et il a compris quelque chose que beaucoup, autour de lui, n'ont pas encore vu. L'avenir n'appartient pas aux grosses machines fixes, boulonnées au sol d'une usine. L'avenir appartient aux moteurs qu'on peut prendre, porter, poser où l'on veut. Le petit moteur compact, le moteur qu'on emmène au champ. Toute la France rurale de ce temps a besoin d'une chose et n'en a aucune. Une source d'énergie qu'on puisse déplacer. Un moteur qu'on pose sur une brouette, qu'on roule jusqu'à la parcelle et qui entraîne une pompe, une scie, une baratte, une écrémeuse, un moulin à farine. Là où il fallait 10 bras, il en faudrait un. Là où il fallait une matinée, il faudrait 1 heure. Auguste Bernard ne vend pas un moteur. Il vend du temps rendu aux hommes. Mais un petit moteur pose un problème que les grosses machines fixes ne posent pas. La chaleur. Un moteur qui tourne chauffe, et s'il chauffe trop, il meurt. Les grosses installations avaient de l'eau à volonté, des circuits, des réservoirs. Un moteur qu'on emporte au bout d'un champ n'a rien de tout cela. Il faut donc que le refroidissement fasse corps avec le bloc, qu'il voyage avec lui, qu'il n'exige ni tuyau ni citerne. C'est là qu'intervient l'idée qui va faire le nom de la maison. Le refroidissement par eau, oui, mais un radiateur ventilé par le volant lui-même. Un volant à ailettes qui, en tournant, brasse l'air et refroidit l'ensemble. Le moteur se refroidit tout seul, par son propre mouvement, sans dépendre de rien d'extérieur. C'est simple, c'est élégant. Et c'est exactement ce dont ce monde a besoin. Le radiateur à ailettes devient la signature technique de Bernard, la solution d'un homme qui a pensé aux paysans debout dans son champ, loin de toute source d'eau. Autour de cette idée, Auguste Bernard en dépose beaucoup d'autres. Des brevets, encore des brevets. Certains trouveront une application industrielle, beaucoup n'en trouveront jamais. Mais tous sont déposés, protégés, mis à l'abri. Car c'est là un trait de l'homme, et un trait qui en dit long.
Auguste Bernard protège son savoir comme on garde un secret de famille. Il ne laisse rien traîner. Ce qu'il a compris, ce qu'il a inventé, lui appartient, et il entend que cela reste sien. C'est un caractère. Un ingénieur qui construit un mur de papier autour de ses trouvailles. Et ce caractère va marquer la maison bien après lui. Bernard sera longtemps une affaire qui garde ses secrets, qui fait ses pièces elle-même, qui ne dépend de personne. Une maison refermée sur son savoir-faire, comme le moteur se refroidit sur son propre souffle. 103 moteurs donc, en 1920. Un atelier, un homme, une idée juste. Voilà le point de départ. Ce qui vient ensuite, personne à Suresnes ne pouvait l'imaginer. Chapitre 2. L'homme au brevet. Un homme seul, aussi habile soit-il, ne bâtit pas une maison qui traverse le siècle. Auguste Bernard le savait, et l'une des premières décisions qui compte, il la prend en 1924. Il s'associe. L'homme qui le rejoint s'appelle André Guinard, et il vaut la peine de s'arrêter sur lui, car ce n'est pas un comparse. Guinard est né à Blanzy, en Saône-et-Loire, en 1891. Un fils du pays minier et industriel, la Bourgogne noire du charbon et du fer. Il passe par les arts et métiers de Cluny, cette école qui formait l'élite des ingénieurs de terrain, ceux qui savaient à la fois calculer et fabriquer. Puis, pendant la Grande Guerre, il travaille chez Schneider, l'immense Schneider du Creusot, le canon et l'acier, et chez Citroën, la grande maison naissante de l'automobile. Guinard arrive donc chez Bernard avec, dans les mains et dans la tête, ce que la France industrielle avait de plus solide à offrir. Ensemble, ils se lancent dans la fabrication des motopompes. Et Guinard apporte une pièce qui va, elle aussi, devenir légendaire. Une pompe volumétrique à piston, de sa conception, brevetée. Une pompe si bien étudiée, si juste dans ses proportions, qu'on la fabriquera encore, presque sans y toucher, dans les années 80. Songez à cela un instant. Une pièce dessinée dans les années 20, fabriquée quasiment à l'identique pendant près de 60 ans. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est le signe d'un objet conçu si bien du premier coup qu'aucune génération suivante n'a trouvé mieux. C'était cela, le savoir-faire de la maison. On ne remplaçait pas ce qui marchait. On le perfectionnait, on le gardait, on le transmettait. Le couple moteur-pompe est un mariage évident. Le moteur Bernard entraîne la pompe Guinard et l'ensemble va puiser l'eau, l'élever, l'envoyer. Dans une France agricole où l'irrigation, l'abreuvement du bétail, le simple fait de tirer l'eau d'un puits mobilisait des heures et des bras, la motopompe Bernard Guinard est une petite révolution posée au bord des champs. La maison grandit, et elle grandit d'une manière qui va, elle aussi, marquer son caractère. Elle absorbe. En 1929, Bernard rachète la société CL Connor. L'ensemble prend un temps le nom de Fusion Moteur. Le siège social s'installe à Rueil-Malmaison, mais l'usine, le cœur, reste à Suresnes. Ce détail compte, car voilà une maison qui, à peine née, ne se fait pas manger. Elle mange. Elle rachète ses concurrents plutôt que de leur céder du terrain. Elle grossit par le dedans et par le dehors. Elle consolide. Elle rassemble sous son nom ce qui se faisait ailleurs. C'est là toute l'ironie de ce que nous raconterons plus tard. Dans ces années-là, Bernard est le prédateur, pas la proie. C'est Bernard qui absorbe. Personne, à Suresnes, en 1929, n'imagine que la maison pourrait un jour être elle-même la petite ligne rachetée dans le bilan d'un plus grand. Mais avant d'en arriver là, un coup dur frappe. En novembre 1934, Auguste Bernard meurt. Le fondateur, l'homme de l'établi, l'homme au brevet, s'en va alors que la maison est en plein essor. C'est le premier grand test. Que devient une entreprise quand disparaît celui qui l'a pensée ? La réponse, chez Bernard, est celle d'une famille. Son frère, Frédéric Bernard, prend la présidence du conseil. Son fils, Jacques Bernard, entre comme administrateur. La maison ne passe pas à des étrangers, ne tombe pas dans les mains d'une banque ou d'un groupe. Elle passe de frère en fils, à l'intérieur du sang. Elle reste ce qu'elle était, une affaire de famille,
porté par des gens qui savaient ce que le nom sur le carter voulait dire, parce que c'était le leur. Et cette continuité familiale, dans la France des années 30, n'a rien d'anodin. C'est elle qui garantit que l'esprit d'Auguste, garder ses secrets, faire ses pièces, ne dépendre de personne, survivra à Auguste lui-même. Le fondateur est mort, la maison, elle, continue de porter son nom et sa manière. Chapitre 3. De 100 à 10 000. Revenons à notre chiffre. 103 moteurs en 1920. C'était le commencement. En 1939, à la veille de la guerre, l'atelier d'Auguste Bernard, devenu une véritable usine, en produit 10 000. Arrêtons-nous là. 10 000 contre 103. En moins de 20 ans, la production a été multipliée par près de 100. Ce n'est pas une croissance, c'est un changement de nature. La maison qui sortait 100 moteurs à la main sort désormais 10 000 moteurs par an. Voilà la mesure de ce qui a été bâti en une génération, entre les deux guerres, par un homme et ceux qui l'ont suivi. Comment ? Par le produit d'abord. Un moteur Bernard, dans la France de l'entre-deux-guerres, c'est un moteur qui ne tombe pas en panne. C'est un moteur qu'on ne remplace pas, qu'on répare, qui passe du père au fils. Le paysan qui l'achète ne l'achète pas 2 fois dans sa vie. Il l'achète une fois et il le garde. Et cette réputation-là, celle du moteur increvable, se construit non pas dans la publicité, mais dans les cours de ferme, de bouche à oreille, d'un voisin à l'autre. C'est la meilleure des réclames, et la plus lente à bâtir, celle de l'objet qui tient parole. Par l'absorption, ensuite. Nous avons vu Connor en 1929. La maison ne s'arrête pas là. En 1941, en pleine occupation, Bernard rachète le département des moteurs thermiques des établissements Japy Frères. Cette vieille dynastie industrielle de Franche-Comté, ces Japy qui faisaient des horloges, des machines à écrire, 1000 objets du quotidien français. Bernard prend leur activité moteur et l'intègre à la sienne. Encore une fois, la maison grossit en absorbant, elle rassemble sous son nom ce qui se faisait ailleurs. Songez à la date pourtant. 1941. La France est occupée, coupée en deux, ses matières premières réquisitionnées, son industrie sous contrôle. Et dans ce contexte étouffé, Bernard continue d'acheter, de consolider, de préparer l'après. Ce n'est pas un hasard. Une maison saine, bien tenue, avec une trésorerie solide et un produit qui se vend, traverse même les années noires en gardant les yeux sur l'horizon. Car derrière le moteur agricole, il y a déjà d'autres clients. L'armée, notamment, est un bon client de la maison, pour ses groupes électrogènes, pour ses pompes, pour tout ce qui doit fonctionner n'importe où, sans dépendre du secteur électrique. Le petit moteur robuste et transportable qui séduit le paysan séduit aussi le militaire, pour exactement les mêmes raisons. Il marche, partout, tout le temps. Voilà, donc à la sortie de la guerre, ce qu'est devenu la petite affaire de 1920. Une maison familiale solide, qui a survécu à la mort de son fondateur, qui a traversé l'occupation, qui a absorbé Connor et Japy, qui produit par milliers et dont le nom, dans les campagnes, est déjà synonyme d'une chose précieuse. La fiabilité. Le moteur sur lequel on peut compter. Et ce n'est encore que le début. Car la France qui sort de 1945 va avoir soif de moteurs comme jamais. Tout est à reconstruire. Tout est à remécaniser. Et Bernard, plus que quiconque, est prêt. Chapitre 4. Le W10 et le monde d'après 1945. La guerre est finie. Et devant la France s'ouvrent ces années dont on ne connaît pas encore le nom, mais qu'on appellera plus tard les 30 glorieuses. 30 années de reconstruction, de croissance, de mécanisation. Le pays qui labourait à cheval veut des moteurs. Les campagnes veulent pomper, scier, battre, moudre, plus vite, sans se briser le dos. Les chantiers veulent des groupes électrogènes, des compresseurs, des pompes. Jamais le petit moteur robuste et transportable n'a été aussi désiré. Et c'est à ce moment précis que Bernard sort la machine qui va porter la maison au sommet. En 1947, le W10. Le premier moteur de la maison à refroidissement par air, avec un carter en alliage léger. C'est un tournant technique. Le refroidissement par air, cela veut dire un moteur encore plus simple, encore plus rustique, débarrassé du circuit d'eau, un moteur qu'on peut vraiment maltraiter, oublier, laisser dehors et qui repart. Le carter en alliage léger, cela veut dire un moteur qu'on porte plus facilement, qu'un seul homme soulève et déplace.
Le W10 pousse jusqu'au bout la logique du fondateur. Le moteur qu'on emmène partout, qui ne demande rien, qui ne meurt pas. De ce W10 va naître toute une lignée de dérivés, et cette lignée va équiper la France qui travaille. À partir du milieu des années 50, on retrouve les moteurs Bernard sur les motobineuses énergiques. On les retrouve sur les motoculteurs Staub, ces PP2B, PP3B, PP4B, PP4BD, dont les noms ne disent plus rien à personne aujourd'hui, mais qui étaient, dans des milliers de jardins et de petites exploitations, l'outil qui retournait la terre. Le moteur Bernard n'était pas toujours visible sous son propre nom. Il était souvent le cœur battant d'une machine vendue par un autre. Mais c'était lui, dessous, qui faisait le travail. La maison, désormais, ne fait plus seulement des moteurs. Elle s'organise en plusieurs métiers. Les moteurs thermiques, bien sûr, qui restent le cœur. Mais aussi les écrémeuses, cet équipement essentiel de la ferme laitière. Les tracteurs. Et Bernard Moteur Marine, pour équiper les bateaux. 4 domaines, 4 marchés, une même maison. Il existe même une filiale allemande et une déclinaison du nom pour les pays anglo-saxons. Car le moteur français, dans ces années-là, s'exporte, franchit les frontières, va faire son travail ailleurs. Et puis, il y a ce détail. Ce genre de détail concret et inattendu qui dit, mieux qu'un long discours, jusqu'où allait la confiance qu'on plaçait dans ces moteurs. Sur les canons anti-aériens Bofors de 40 mm, le modèle 39-55 de l'armée française, cette pièce d'artillerie que l'on pointait vers le ciel, c'était un moteur Bernard de 5 chevaux qui animait le circuit hydraulique. Le moteur du paysan, celui qui pompait l'eau au fond d'un champ de la Beauce, était aussi celui qui faisait pivoter un canon de défense aérienne. Même robustesse, même exigence, quelque chose qui doit fonctionner, à coup sûr, dans n'importe quelle condition, sans jamais faillir. C'est là toute la marque de fabrique de la maison. Un moteur Bernard n'était pas un objet de luxe, ni une prouesse d'ingénierie qui se montre. C'était un serviteur. Un outil qui disparaissait dans l'usage, qu'on oubliait précisément parce qu'il ne posait jamais de problème. On ne pensait pas à son moteur Bernard de la même façon qu'on ne pense pas à un outil qui marche. On y pensait le jour où l'on héritait de celui du père, et qu'il tournait encore. À la sortie des années 50, voilà donc où en est la maison de Suresnes. Une entreprise familiale prospère, 4 divisions, une présence à l'export, des moteurs par milliers dans les fermes, les jardins, les chantiers, les bateaux, et jusque sous les canons de l'armée. Un nom qui, dans toute la France rurale et artisanale, vaut de l'or. Parce qu'il vaut mieux que de l'or. Il vaut confiance. La maison qu'Auguste Bernard avait fondée avec 103 moteurs est devenue l'un des noms les plus sûrs de l'industrie française du petit moteur. Elle grandit encore, elle absorbe encore, elle exporte. Et rien, absolument rien, dans cette ascension tranquille et solide, ne laisse deviner ce qui l'attend. Chapitre 5. Le moteur dans le pré. Pour comprendre ce qu'était Bernard à son sommet, il ne faut pas regarder l'usine. Il faut regarder la cour de ferme. C'est là que vivait le moteur Bernard. Pas dans une vitrine, pas dans une salle des marchés, pas sur une affiche. Dans une cour de ferme, sous un appentis, à côté du puits. Une masse de fonte et d'alliage posée sur son bâti, tranquille, un peu graisseuse, qu'on lançait le matin d'un tour de main et qui se mettait à battre de ce rythme sourd et régulier que toute une France a eu dans l'oreille. Ce pom, 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 patient du monocylindre, qui devenait à force un bruit de fond aussi familier que le vent dans les peupliers ou la cloche de l'église. Et ce moteur faisait tout. C'est cela qu'il faut saisir. Il n'était pas spécialisé, il était universel. Le matin, il entraînait la pompe qui montait l'eau du puits jusqu'à l'abreuvoir. 1 heure plus tard, on le débrayait, on le portait, car il était fait pour être porté, et on l'attelait à la scie circulaire pour débiter le bois de l'hiver. L'après-midi, il tournait les crémeuses dans la laiterie, séparait la crème du lait, faisait ce qu'hier encore on faisait à la main pendant des heures. Il entraînait la baratte, il faisait tourner le petit moulin à farine, il gonflait le compresseur. Il n'y avait pas une tâche de la ferme, pas un geste répétitif et éreintant que ce moteur ne pût soulager. Voilà pourquoi le nom Bernard s'est enfoncé si profond dans la France rurale et artisanale. Ce n'était pas une marque qu'on admirait,
C'était un serviteur qu'on possédait, un membre discret de l'exploitation, au même titre que le cheval qu'il remplaçait peu à peu, sauf que celui-là ne mangeait pas l'hiver et ne mourait pas. Mais ce serviteur-là, quelqu'un le fabriquait. Et pour cela, il faut, cette fois, entrer dans l'atelier de Suresnes. On y usinait, sur place, une grande diversité de pièces. Les carters, les pompes, les bielles, tout ce qui composait le moteur sortait pour l'essentiel des machines de la maison. C'était l'héritage direct d'Auguste Bernard, cet homme qui gardait ses secrets et ne voulait dépendre de personne. Chez Bernard, on faisait ses pièces. On ne les achetait pas ailleurs pour les visser ensemble. On les tirait de la matière, à Suresnes, sur des machines-outils dont certaines étaient anciennes, éprouvées, entretenues avec soin depuis des décennies. Il nous reste, de cet atelier, un témoignage précis et parlant. En 1972, un jeune technicien venu de chez Renault visite l'usine. Et ce qu'il remarque, en parcourant les allées, c'est qu'il reconnaît les machines. Le même type de machine-outil que celle qu'il connaissait à Boulogne-Billancourt, de l'autre côté de la Seine, dans les grands ateliers de la régie. Deux mondes qu'on croirait séparés. Le géant de l'automobile et la maison familiale du petit moteur. Et pourtant le même métal, les mêmes tours, le même savoir des mains posées sur les mêmes établis. Le petit atelier de Suresnes travaillait, à son échelle, avec la même matière que les cathédrales industrielles de l'Ouest parisien. Car il faut le dire honnêtement, et cela change la nature de cette histoire, Suresnes n'était pas une ville-usine. Ce n'était pas un de ces coins de Lorraine ou du Nord où l'usine était la ville, où le patron avait bâti les maisons, l'école, le stade, où toute une population ne vivait que par elle et pour elle. Suresnes était une commune industrielle dense de l'Ouest parisien, serrée le long de la Seine, où Bernard était une usine parmi beaucoup d'autres. Les ouvriers de Bernard n'habitaient pas une cité Bernard. Ils étaient une part de la classe ouvrière de la banlieue parisienne, mêlée à celle de 100 autres ateliers. Alors la communauté de Bernard, la vraie, celle qui a fait le nom, n'était pas rassemblée autour de l'usine. Elle était dispersée dans toute la France, dans des dizaines de milliers de cours de ferme, d'ateliers d'artisans, de hangars. C'était une communauté d'usagers, pas une communauté d'ouvriers. Une nation entière de gens qui, sans se connaître, avaient en commun le même moteur qui tournait dans leur cours, et le même geste pour le lancer le matin. Chapitre 6. La marque de la fiabilité. Il y a un mot qui résume tout, et ce mot, ce n'est pas Bernard qui l'a écrit sur ses moteurs. Ce sont ses clients qui l'ont prononcé, année après année, sans se concerter. Fiabilité. Dans la France de l'après-guerre, un moteur Bernard, c'était le moteur qu'on ne remplaçait pas. On le réparait. On changeait une pièce, on ajustait, on graissait, on repartait. Et il repartait toujours. Cette réputation-là ne s'achète pas et ne se fabrique pas en publicité. Elle se gagne à l'usage, moteur après moteur, saison après saison, dans le seul tribunal qui compte pour un objet, celui de l'homme qui s'en sert tous les jours et qui a besoin qu'il marche. Cette confiance a porté la maison au-delà du seul marché agricole, et même au-delà des frontières. Car le moteur robuste et transportable qui séduisait le paysan de la Beauce séduisait aussi ailleurs. La maison développe ses métiers, les écrémeuses, les tracteurs, et Bernard Moteur Marine, qui porte le savoir-faire de Suresnes sur l'eau dans les moteurs de bateaux. Le nom rayonne assez pour justifier une filiale en Allemagne et une déclinaison pour les pays anglo-saxons. Le petit moteur français franchit le Rhin, franchit la Manche, va faire son travail sous d'autres cieux, chez des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Suresnes, mais qui, eux aussi, finiraient par savoir qu'un Bernard, ça tient. 4 divisions donc, sous un même nom. Les moteurs thermiques au cœur, et autour, les écrémeuses, les tracteurs, la marine. Une maison qui n'était plus le petit atelier de 1920, mais un groupe cohérent, prospère, tenu par la même famille et bâti tout entier sur une seule promesse tenue, la solidité. C'est peut-être là ce qu'il y a de plus émouvant
dans l'âge d'or de Bernard, et de plus discret. La maison n'a pas bâti sa gloire sur la vitesse, sur la beauté, sur la nouveauté. Elle l'a bâtie sur la constance, sur le refus de décevoir. Un moteur Bernard ne promettait rien d'extraordinaire. Il promettait de démarrer demain matin, comme il avait démarré ce matin, et le matin d'avant, et de le faire pendant 30 ans. Dans un monde qui commençait à s'habituer aux objets qu'on jette, Bernard fabriquait encore l'objet qu'on garde. Et cette réputation avait une conséquence que personne, à Suresnes, ne mesurait alors. Le moteur increvable était en train de creuser, sans le savoir, le paradoxe qui le tuerait. Car un objet qu'on n'a pas besoin de remplacer est un objet qu'on ne rachète pas. La fiabilité même de Bernard, sa vertu la plus haute, était aussi la lente érosion de son propre marché. Chaque moteur qui durait 30 ans était 30 ans sans nouvelle vente. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, dans les campagnes, le nom vaut de l'or. Chapitre 7. 11 mois. Arrêtons-nous un instant au sommet. Au début des années 70, la Maison Bernard est à son apogée. Une entreprise familiale, cotée en bourse, 4 divisions, une présence à l'export et par-dessus tout un nom qui, dans toute la France qui travaille de ses mains, est synonyme de robustesse presque mythique. Un demi-siècle après les 103 moteurs du premier atelier, la maison d'Auguste Bernard est l'un des noms les plus sûrs du petit moteur français. Elle a survécu à la mort de son fondateur, à l'occupation, aux crises, elle a absorbé ses concurrents, elle tourne, solide, comme l'un de ses propres moteurs. Et c'est ici qu'il faut ralentir, parce qu'il y a, dans le calendrier de cette année-là, un détail qui porte en lui tout le poids de ce qui va suivre. En janvier 1972, à Suresnes, on frappe encore les blocs moteurs du nom entier de la maison. Bernard Moteur, en toutes lettres, avec la lettre W d'origine, cette signature héritée du fondateur. Des moteurs qui portent, fièrement, seuls, le nom d'une famille et d'un demi-siècle de travail. Le 31 décembre de cette même année, l'entreprise passe à la Régie nationale des usines Renault. 11 mois. 11 mois séparent le dernier moteur frappé du seul nom Bernard et le basculement de la maison tout entière dans l'empire d'un géant. 11 mois entre l'indépendance et l'absorption. Le dernier bloc qui portait fièrement le nom d'Auguste Bernard et la maison qui cesse de s'appartenir tiennent dans le même unique exercice comptable. Une année. La bascule d'une vie tient dans une année. Personne, à Suresnes, en frappant ces blocs de janvier, ne se voyait au bord de quoi que ce soit. La maison était saine, le carnet était rempli, le nom valait de l'or. Rien dans l'atelier ne ressemblait à une fin. C'était l'apogée, le point le plus haut, celui d'où l'on ne voit pas la pente parce qu'on est encore dessus. Et debout sur ce sommet, dans le bruit des machines qu'un technicien de chez Renault trouverait bientôt si familière, personne, à l'intérieur de ces murs, ne pouvait voir le monde qui allait, en quelques années, se refaire tout entier autour d'eux. Chapitre 8. La régie prend la main. Le 31 décembre 1972, la maison Bernard cesse de s'appartenir. Ce jour-là, la famille vend l'entreprise à la Régie nationale des usines Renault. Une affaire de famille, fondée dans un atelier de Suresnes un demi-siècle plus tôt, devient une pièce d'une entreprise d'État. Et tout, alors, se met à changer. Pas les moteurs, pas tout de suite, mais tout ce qui entoure les moteurs. La stratégie commerciale, la publicité, la clientèle que l'on vise, la manière de diriger. La maison change de main, et en changeant de main, elle change de logique. Le signe le plus visible de cette bascule, c'est le nom lui-même. Le sigle évolue. On passe vers un simple BM. Et le dernier logo de la marque est confié à Victor Vasarely, le maître de l'art optique, celui-là même qui a dessiné le losange de Renault. Il faut mesurer ce que cela signifie. La marque Bernard, qui portait depuis 50 ans la signature d'un homme et d'un atelier, reçoit désormais son visage de la main qui a dessiné celui du groupe. Elle ne se signe plus elle-même. Elle porte la griffe de l'empire qui l'a absorbée. Mais soyons justes, car c'est ici que la vérité résiste au récit facile. Ce n'était pas au départ un abandon. Ce n'était pas une trahison froide, un géant qui rachète pour tuer. Renault apporte à Bernard ce qu'un géant peut apporter. Des méthodes, des machines-outils,
une capacité industrielle. Le témoignage que nous avons de cette année-là, celui du jeune technicien, parle d'une modernisation en cours. Pendant un temps, on aurait pu croire à un mariage, le savoir-faire de Suresnes adossé à la puissance de Billancourt. Et pourtant, En vendant son indépendance, Bernard était devenu autre chose. Non plus une maison, avec son nom, son histoire, sa fierté, mais une ligne. Une ligne parmi des milliers dans le bilan d'un groupe dont le vrai métier n'était pas le petit moteur stationnaire. Le métier de Renault, c'était l'automobile. Et, à travers ses véhicules industriels, le poids lourd. Le moteur de 5 chevaux qui pompait l'eau au fond d'un pré n'était plus le produit d'une famille qui en vivait et qui l'aimait. C'était une activité périphérique, minuscule, dans un empire immense. Or, une ligne minuscule dans un bilan immense, cela ne se défend pas de la même manière qu'une maison qu'on a bâtie. Le jour où il faudra choisir ce qu'on garde et ce qu'on lâche, une petite activité qu'on n'aime pas particulièrement, dans un métier qui n'est pas le sien, ne pèsera pas lourd. Ce jour-là n'était pas encore venu. Mais en signant, en 1972, la famille avait, sans le savoir, remis le sort de son nom entre les mains de gens qui, un jour, auraient d'autres batailles à mener. Chapitre 9. Le marché se referme. Et pendant que Bernard devenait une ligne dans un bilan, le sol se dérobait sous le produit lui-même. Car le déclin de Bernard n'est pas seulement une affaire Renault. Ce serait trop simple, et ce serait faux. Dans les mêmes années, tout le marché du petit moteur stationnaire français est frappé de plein fouet. Les moteurs japonais arrivent. Honda, Kubota, Yanmar. Des noms qui, en une décennie, s'imposent partout dans le monde du petit moteur. Fiables eux aussi, souvent moins chers, produisent à une échelle que les ateliers français ne pouvaient pas égaler. Le petit moteur cesse d'être une spécialité et devient un produit banal, fabriqué par millions à l'autre bout du monde. Et là, un paradoxe que nous avons vu naître dans l'âge d'or revient frapper la maison. Le moteur Bernard était increvable. C'était sa gloire. Mais un moteur increvable est un moteur qu'on ne rachète pas. Toutes ces machines vendues dans les 30 Glorieuses, ces moteurs faits pour durer 30 ans, tournaient encore. Ils n'avaient besoin de personne. Le marché de remplacement, celui qui aurait pu faire vivre la maison, Bernard l'avait lui-même asséché, à force de trop bien faire. La vertu était devenue un piège. Un produit banalisé, une concurrence mondiale, un marché de remplacement tari par sa propre qualité, et une maison réduite à une petite ligne dans le bilan d'un géant tourné vers l'automobile. Voilà l'équation, au tournant des années 80. Chacun de ces termes, pris seul, aurait été un défi. Ensemble, ils dessinaient une impasse. Il ne manquait plus qu'une crise pour que le géant, cessant de regarder ses activités périphériques, décide de s'en défaire. Cette crise est arrivée, et elle a failli emporter Renault tout entier. Chapitre 10. 13 milliards de francs. En 1984, la régie Renault annonce un déficit historique. Près de 13 milliards de francs. L'année suivante, 1985, environ 10 milliards de pertes supplémentaires viennent s'ajouter au gouffre. L'entreprise que la France considérait comme le vaisseau amiral de son industrie est au bord de la faillite. Pour la sauver, on appelle un homme. Georges Besse. En janvier 1985, il devient président de Renault, avec carte blanche. C'est un polytechnicien, un ingénieur des mines, venu du nucléaire et de Péchinet. Un redresseur, un homme habitué aux grands dossiers industriels et aux décisions dures. Et sa vision, il la résume en une phrase qui marque la rupture. Notre métier est tout simplement de gagner de l'argent en vendant des voitures. Il faut entendre ce que cette phrase brise. Jusque-là, Renault n'était pas une entreprise comme les autres. C'était la régie, une entreprise d'État, chargée d'une mission autant que d'un marché. Besse tranche. Renault n'a plus de mission. Renault vend des voitures pour gagner de l'argent. Point. Une entreprise comme les autres. Et une entreprise comme les autres se débarrasse de tout ce qui n'est pas son cœur. Alors commence ce qu'on appelle le recentrage. Besse cède les participations dans Renix à l'américain Allied. Il se sépare de Mick Mogitan. Il vend la part détenue dans Volvo. Il dissout Mekagir. Il renonce à la Formule 1, cette vitrine sportive et coûteuse.
Un plan de 20 000 suppressions de postes est lancé. Une à une, toutes les activités qui n'étaient pas strictement l'automobile sont mises à l'écart, vendues, fermées. Et il y a, derrière cette rigueur, une contrainte qu'il faut nommer parce qu'elle explique tout. Renault appartenait à l'État. Mais Bruxelles, la communauté européenne, limitait désormais la capacité d'un État à soutenir sans fin une entreprise qu'il possédait. Les aides consenties à Renault dans ces années-là ne furent acceptées qu'à une condition, qu'elles ne se reproduisent pas. Renault devait, désormais, se financer seul. Ce qui voulait dire, très concrètement, vendre tout ce qui n'était pas le cœur automobile pour faire rentrer de l'argent et prouver qu'on se redressait par soi-même. Une petite maison de moteurs agricoles, à Suresnes, activité minuscule dans un métier qui n'était plus le sien. De quel côté de la ligne tombait-elle dans un plan pareil ? La question ne se posait même pas. Le recentrage fut mené jusque dans le sang. En novembre 1986, Georges Besse est assassiné devant son domicile par le groupe Action Directe. L'homme qui redressait Renault tombe sous les balles d'un commando terroriste. Raymond Lévy lui succède et poursuit exactement la même ligne. En mars 1987, il cède la participation dans l'américain AMC à Chrysler. Et en 1987, cette date établie par le travail patient d'un descendant de la famille dans les archives, Renault se sépare de Bernard Moteur. À qui ? Pour combien ? Les sources accessibles se taisent. Le nom du repreneur, le prix, les conditions, nous ne les connaissons pas. Et il faut le dire honnêtement, plutôt que d'inventer une scène qui ferait jolie, il n'y a pas, dans les archives ouvertes, de derniers jours photographiés, de dernière équipe, de derniers moteurs brandis devant les grilles. Il y a une session, dans un plan de recentrage, une ligne qui change de main parmi d'autres. Le silence lui-même est le fait. Une maison d'un demi-siècle quitte l'Empire sans que personne, à l'extérieur, ne s'en aperçoive vraiment. Chapitre 11. Lâcher. Alors, où est l'erreur ? Le titre promettait une seule erreur, une décision fatale qui aurait tout détruit. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Il n'y a pas eu un coup de couteau. Il y a eu un lent dessaisissement. L'erreur n'est pas que Renault ait bradé Bernard par cynisme en 1987. Renault, cette année-là, se battait pour sa propre survie, sous la contrainte de Bruxelles, dans le deuil de son président assassiné. Renault a lâché Bernard comme il a lâché tout le reste. L'erreur, si l'on veut absolument en nommer une, est plus ancienne. Elle remonte à 1972. Une maison saine, prospère, cotée en bourse, s'est remise à un géant qui ne la défendrait jamais. De sorte que le jour où le géant s'est battu pour vivre, Bernard ne pesait rien dans la balance. Voilà le vrai fil de cette histoire. Une décision prise à Billancourt, dans une guerre pour sauver l'automobile française, efface une signature de Suresnes, vieille d'un demi-siècle. Ceux qui ont signé le recentrage n'avaient rien contre Bernard. Ils ne pensaient tout simplement pas à Bernard. C'est cela, être devenu une ligne dans un bilan. Disparaître non pas dans la haine, mais dans l'indifférence. Et l'extinction, dès lors, se fait par soustraction. La production française de moteurs Bernard s'arrête. Le nom, lui, ne meurt pas d'un coup. Il survit, porté par une petite structure. Puis vient l'ultime ironie. Aujourd'hui, les moteurs vendus sous l'étiquette Bernard Moteur ne sont plus faits à Suresnes, ni ailleurs en France. Ils sont fabriqués en Chine. Des équivalents d'un autre constructeur, rebadgés au nom français. Le nom d'Auguste Bernard, l'homme qui gardait ses secrets, qui faisait ses pièces lui-même pour ne dépendre de personne, estampillé sur des blocs venus de l'autre bout du monde. La marque avait perdu son indépendance en 1972. Elle avait perdu son propriétaire en 1987. Il ne lui restait plus qu'à perdre son dernier lien avec la matière, sa fabrication. Une fois cela parti, il ne restait qu'un nom, une étiquette, le fantôme d'une maison. Chapitre 12. Le tribunal de Melun. Il fallut attendre longtemps pour qu'un tribunal prononce enfin, officiellement, la mort du nom. La société qui portait encore l'enseigne, BM Bernard Moteur, installée dans une zone industrielle de Gretz-Armainvilliers, en Seine-et-Marne, loin désormais de Suresnes, entre en redressement judiciaire le 5 septembre 2022.
Puis la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal de commerce de Melun le 8 janvier 2024. C'est là, et seulement là, un demi-siècle après que la famille a vendu, 37 ans après que Renault a lâché, qu'un juge écrit le mot « fin ». Une maison née en 1920 s'éteint administrativement en 2024 dans un tribunal de commerce sans que grand monde le remarque. Et le lieu de la naissance ? Le Suresnes industriel d'alors a largement disparu, avalé par la densification de l'ouest parisien, ce tissu de bureaux et d'immeubles qui a recouvert tant d'ateliers de la banlieue. Là où l'on frappait les blocs Bernard Moteur, il n'y a probablement plus rien à voir. Pas de ruines spectaculaires, pas de halles éventrées, pas de cheminées dressées en monument. Juste une ville qui a recouvert son propre passé industriel, proprement, sans laisser de traces. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur ce silence administratif. Car il reste quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas dans le béton. Il est dans les granges. Partout en France, des milliers de moteurs Bernard tournent encore. Entretenus, réparés, chéris par une communauté de passionnés qui refusent de les laisser mourir. Ils se retrouvent sur des forums comme celui des vieilles soupapes agricoles. Ils se rassemblent, chaque année, à des fêtes comme Le moteur est dans le pré, du côté de Giverny, pour faire tourner ensemble ces vieux monocylindres et écouter, encore, ce pom-pom-pom patient qui fut la bande-son d'une France entière. Et un homme, Olivier Bernard, petit-neveu du fondateur, reconstitue patiemment, dans les archives, l'histoire que les sources publiques avaient laissé s'effacer. La mémoire de Bernard n'est ni dans une usine, ni dans un musée, ni dans un groupe industriel. Elle est privée, artisanale, tenue par ceux qui refusent d'oublier. Il y a là quelque chose de juste et de doucement ironique. L'entreprise a été vendue, réduite, lâchée, délocalisée, liquidée. Elle n'a pas survécu. Le moteur, lui, a survécu. Cet objet fait pour durer 30 ans endure aujourd'hui bien davantage et tourne encore dans des cours de ferme dont les propriétaires n'ont, souvent, jamais entendu parler de la régie Renault, ni de Georges Besse, ni du tribunal de commerce de Melun. Auguste Bernard avait voulu construire un moteur qui ne meurt pas. Il a réussi au-delà de ce qu'il imaginait. Le moteur ne meurt pas. C'est la maison qu'il a fabriquée qui s'est éteinte. Et dans le silence d'une grange, un matin, quand une main lance encore un vieux Bernard et qu'il repart du premier coup, c'est un peu de Suresnes, un peu de 1920, un peu de tout ce qui a été perdu, qui se remet à battre.